Hey, simplement un petit message avant de commencer l'épisode pour dire qu'on a eu des problèmes audio avec la piste de notre invité aujourd'hui, donc on voulait vraiment s'excuser de ça. On a essayé avec le logiciel qu'on utilise là, de corriger la situation, ça n'a pas fonctionné. On a quand même décidé de sortir l'épisode là, pour celles et ceux qui voudraient quand même l'écouter. Donc voilà, on voulait juste faire un avertissement ici, puis de mentionner qu'on s'excuse pour ça. On va se reprendre pour le prochain épisode, malheureusement. Ça arrive parfois et donc ça le fait pour cet épisode-ci. Donc bref, je vais quand même vous laisser écouter l'épisode là, pour les gens qui veulent poursuivre. Puis sinon, on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture. Mon nom est Louis-Daniel et je suis comme à l'habitude avec Adeline et Audrey-Anne. Salut les filles. Hello! Salut, Alors aujourd'hui, encore une fois, on a la chance de recevoir une invitée. Donc Aude Berthelot, salut, merci d'être avec nous aujourd'hui. avec plaisir. Ouais, donc Aude, on va rentrer directement dans le sujet. Tu fais un métier que beaucoup d'entre nous voudraient faire. Tu es lectrice professionnelle. Donc, tu es rémunérée pour lire, pour donner ton avis, évidemment. Ça vient pas juste avec la lecture, mais tu as vraiment quelque chose de professionnel dans ce travail-là. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça fonctionne, qu'est-ce que tu fais? Parce que je sais aussi que tu donnes des formations, des ateliers. Donc, peut-être juste nous expliquer un peu le contexte de ton travail pour nous expliquer, comme moi qui ne connais pas Ouais, vraiment ce que c'est. pas de problème. Du coup, j'ai fait des études en métier du livre, donc une formation professionnelle en métier du livre pendant plusieurs années. Et au début de mes études, j'ai eu des stages obligatoires pour valider mon cursus, en fait, tout simplement. Et la première maison d'édition où j'ai travaillé, en fait, pendant l'activité est très ralentie pendant l'été dans l'édition, dans beaucoup de maisons d'édition. J'étais dans une maison de littérature générale. Et le responsable du comité de lecture d'édition est venu me voir en me disant bah, si tu n'as pas grand-chose à faire, est-ce que tu veux venir m'aider un peu? Parce qu'en été, ils reçoivent énormément de manuscrits, les gens écrivent beaucoup et on en reçoit beaucoup. Du coup, j'ai dit bah, pas de souci, je vais venir. Et j'ai mis les pieds dans un comité de lecture à ce moment-là, dans un service des manuscrits, avec le responsable qui m'a d'abord filtré les manuscrits, comprendre bah, comment on filtre ce qu'on lit pas, les dossiers de soumission, comment ça marche, enfin bref, tout le circuit propre au manuscrit. Et ensuite, j'ai commencé à faire de la lecture critique. Ça s'est plutôt bien passé. Et ce responsable m'a fait une lettre de recommandation en me disant ça t'ouvrira des portes si c'est une branche de laquelle parle. Voilà. Et il m'a laissé ça. Donc j'ai continué mes. En fait, c'est vrai que j'avais quand même une attention particulière pour l'analyse de manuscrits. C'était ce que je voulais faire. Pourtant, dans le jeu que j'ai fait, j'aurais pu être éditrice ou accéder à une autre fonction en maison d'édition en fonction de mes aspirations. Mais c'est vrai que le manuscrit s'intéressait le plus. Donc j'ai continué là-dedans et à la suite de mes études, enfin d'une partie de mes études, parce que après je me suis professionnalisée sur d'autres points, j'ai tapé à la porte d'un autre comité de lecture avec ma lettre de recommandation en disant bah, j'aimerais bien lire pour vous, est-ce que c'est possible? Et le responsable de ce comité-là m'a dit bah, viens faire un test, on va en discuter. Si je lisais en anglais, j'ai dit oui, alors que non. Et du coup, je suis testée avec lui sur un manuscrit qui leur avait été confié par une agence littéraire, parce que je sais pas comment ça fonctionne trop au Québec, mais pour les titres étrangers, on a des agences littéraires qui viennent négocier les droits et qui viennent proposer en fait à la maison d'édition un manuscrit qui sont libres après derrière de signer ou pas, mais c'est lu par des lecteurs en comité pour savoir si oui ou non on positionne chez les droits. Donc il m'a dit en fait on a besoin de lecteurs sur les droits, donc de lecteurs bilingues qui lisent très bien l'anglais. J'ai fait un test qui s'est bien passé. Ce responsable m'a formée, m'a formée. Un peu comme j'étais étudiante à ce métier-là, à cette fonction-là. Et quand j'ai fait 3 ans là-bas, j'ai voulu travailler à mon compte parce que je n'avais pas envie de travailler pour une maison d'édition. Et j'ai commencé à travailler à mon compte directement après mes études, après avoir travaillé en stage très long dans des grosses maisons et comité de lecture du coup. Le métier de lecteur pro, c'est un métier qui est très confidentiel, qui à la base n'est pas un métier, mais juste une fonction, qui est occupée soit par des Ouais, ben, internes. c'est ça que je me demandais. Parce que là, C'est toi, un, tu me dis que tu pars à ton compte, justement. ouais, Est-ce que c'est courant, les gens qui partent à c'est leur un compte? pari. C'était un pari complet parce qu'en fait, moi, j'aime Ouais. bien travailler seule. J'avais suffisamment d'expérience, en tout cas sur cette fonction-là, parce que pendant 3 ans, j'ai lu activement énormément et j'avais cette mécanique d'analyse critique. Et quand je dis ça à mon responsable, il m'a dit tu vas te porter à des murs, mais je te soutiens et je serai ton premier client. Je continuerai de te renvoyer des auteurs ou des projets. Donc j'ai commencé grâce à lui à pouvoir travailler comme ça. Les premières années, ça a été très dur, il a fallu que je me fasse ma place, que je
que je fasse connaître aussi mon métier. Et moi, j'ai fait le choix de travailler en plus pour les auteurs en direct, alors que la plupart des lecteurs pro ne travaillent que pour les comités. Donc, j'avais cette double casquette qui faisait que j'ai ouvert mes compétences et mes services d'autrice, en plus de continuer de travailler en parallèle pour des comités de lecture en maison d'édition. Donc, j'ai la double casquette, du coup. Et c'est un métier à la base qui est long, donc c'est des gens, parce que c'est très, très peu payé en maison d'édition, il faut être tout à fait... À l'époque, j'ai pas du tout de tabou là-dessus, j'étais payée 70 € par manuscrit brut, donc sans hors Ah taxes, etc. ouais. Donc, c'est Ok. Wow. peu importe la langue, voilà, c'est une fonction, c'est vraiment un métier. Il y a très, très peu de lecteurs qui ne vivent que de ça. Il y en a beaucoup qui font autre chose à côté, ou qui occupent un poste dans les maisons d'édition où ils travaillent. Le but d'un lecteur pro, c'est à la fois de filtrer les manuscrits, il faut bien comprendre ça parce que c'est vraiment important. La notion de filtre, c'est on voit ce qui arrive en comité, on détermine si oui ou non ce projet-là est arrivé au bon endroit, dans la bonne maison, correspond à ce dossier complet, et ensuite l'analyse critique. Une fois que ce premier filtre est fait, là, on entre vraiment dans l'analyse du texte, de savoir si ça correspond à la ligne éditoriale, si ça correspond aux tendances marché général. Donc, autrement dit, est-ce qu'on a un public pour ça? Est-ce qu'il y a suffisamment d'avis dans ce projet-là pour que la maison d'édition puisse se positionner? Enfin, il y a plein de critères qui rentrent en fonction de chaque maison d'édition. Il y a des critères différents. Mais en gros, il faut avoir cette notion de vision marché du texte, au-delà de juste la qualité du texte, Ouais. parce qu'il y a des très bons textes qui sont juste pas envoyés au bon endroit ou au bon moment. Donc, du coup, ça, on est là pour dire, non, là, c'est ni le bon moment, ni le bon endroit. Voilà, donc il y a plein de petits critères comme ça qui rentrent en jeu. Ouais, ben c'est une question que j'avais justement de est-ce que ça arrive que vous recevez un manuscrit qui a un bon potentiel, mais que vous dites ça va être difficile à vendre considérant le marché, considérant X, Y, Z. Donc, soit qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Est-ce que vous direz revenez nous voir plus tard ou vous l'envoyez à quelqu'un, une autre maison d'édition, par exemple? Ça arrive souvent, en fait, parce que sur le nombre de prix qui est lu, qui est reçu en comité, il y a environ 1% de tout ce qu'on reçoit qui débouche sur un contrat ou sur une proposition de contrat. Sachant que 20%? potentiellement 1%. 1% seulement. Ah, 1%, ok, je trouvais que 20% c'était beaucoup. Ok, Il y a 1%. Donc en fait, ce petit 1%, il représente très peu de texte par rapport à dessus. Et parmi ce 1%, il y a aussi des auteurs qui ont envoyé leur texte ailleurs et qui potentiellement vont payer quelqu'un d'autre s'ils ont eu une proposition. Parce qu'évidemment, ils n'ont pas le couteau sous la gorge quand on leur propose un petit, les conditions ne conviennent pas, si pour X raisons, ils préfèrent être ailleurs, ou voilà. Voire parfois, il y en a qui proposent des contrats mais qui décident de s'auto, je peux comprendre totalement aussi. Voilà, il faut jongler avec ça, mais ça arrive qu'on ait des textes qui nous arrivent et on se dit, en fait, le texte est super, mais juste, on peut défendre nous parce que ça ne correspond pas au positionnement de la maison d'édition. Par exemple, je sais pas, un texte féministe hyper engagé, qui arrive dans une liste, il va se retrouver noyé dans un catalogue, historisé, alors que pourtant, c'est un texte qui mérite d'avoir un public ciblé, qui mérite d'avoir le confort d'une maison d'édition qui sera plus spécialisée et qui sera à même de vraiment le faire rayonner. Il y a des cas où on sait que le texte est bon, on sait qu'il sera probablement signé chez quelqu'un d'autre, mais on ne peut pas le prendre. Ça arrive. Ça veut dire que l'une des étapes à faire quand le manuscrit a été révisé, puis qu'on a la demande de soumission dans les maisons d'édition, il y a quand même un travail à faire au niveau de l'auteur, de l'autrice, pour bien sélectionner la maison, pour qu'il y ait quand même un peu plus de chance de son côté que ça aboutisse. Oui, en fait, il y a une grosse partie de manuscrits qui sont envoyés en comité qui ont mal fait le cycle au départ, qui sont envoyés un peu au petit bonheur, la chance, comme on dit chez nous, un peu partout. Et du coup, des fois, j'ai un exemple assez concret, je travaillais à l'époque dans une maison d'édition qui publiait des livres techniques, donc universitaires plutôt, des livres de préparation de concours pour la médecine, des concours administratifs, donc vraiment très spécial, quoi. Et on a reçu un manuscrit qui s'appelait Histoire des clous et vis en France. Donc c'était un peu des collectionneurs en fait. Sauf que oui, c'est spécialisé, mais enfin, on publie des livres de maths, de médecine, on se retrouve avec ce manuscrit qui était sûrement très intéressant, c'est pas le sujet, mais juste ça, c'est souvent. Et ça arrive aussi dans des maisons de littérature générale, ça arrive aussi dans des maisons. Enfin, ça arrive par une grosse partie de ce qu'on voit qui est juste pas au bon endroit. Pas au bon, parce que la personne s'est dit, c'est une maison d'édition, il faut des livres, je vais écrire un livre, je vais l'envoyer là. Sauf que un petit peu plus subtil que ça dans les positionnements. Et ça arrive. Puis moi, j'avais une question par rapport au comité de lecture. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous êtes plusieurs à lire un même manuscrit ou c'est seulement toi qui vas le lire et après ça, tu vas en parler aux autres pour avoir comme un peu leur feedback? Alors en fait,
Comment En ça fait, ça dépend fonctionne? des comités. Ça dépend des comités. Dans la plupart des travaillés, évidemment, là, ça concerne que ceux où j'ai travaillé. Voilà. La plupart de ceux où j'ai travaillé, les éditeurs, chaque lecteur a un peu ses spécialités. Souvent, moi, quand j'ai commencé, j'étais spécialisée en thriller et je ne lisais que les thrillers qui étaient envoyés. Par contre, si Ok. moi, je donne un avis, je fais un retour favorable sur un texte, soit le délai est très très court, et dans ce cas-là, surtout sur les sessions de droit, parce que je bossais que sur des sessions de droit, donc sur des délais très très courts, en général, le responsable qui travaille avec moi depuis plusieurs années me faisait confiance et relisait derrière moi un peu en diagonale pour voir si le retour que j'avais fait correspondait bien. Voilà. Mais globalement, des avis soit qui sont contradictoires, soit qui sont tous du même avis. Il y a toujours des lectures croisées entre plusieurs lecteurs, mais des lecteurs du comité qui ne sont pas spécialisés sur ce genre-là pour vérifier, croiser les regards et savoir s'il y a des choses qui ressortent ou pas, positives ou négatives, pour savoir si derrière, on le présente en comité d'édition devant des éditeurs pour leur dire, voilà, on a lu un comité, on pense que ça peut le faire chez vous, on le pitch, on le présente, et derrière, c'est les éditeurs qui prennent les décisions. Parce que nous, on fait un premier filtre. Après, derrière, il y a peut-être qu'on va défendre un texte et les éditeurs vont nous dire bon, il n'y en a aucun qui veut travailler dessus, ou il n'y en a aucun qui se sent capable de défendre le travail de l'auteur pour X raisons, et auquel cas, nous, on a pu le défendre, mais ça ne donne rien parce qu'il n'y a pas d'éditeur pour travailler dessus. Ouais. Puis être en comité vis-à-vis, te retrouver toute seule, est-ce que ça a comme créé un choc? Est-ce que tu t'es dit, OK, là, je suis le seul filet, puis c'est moi, je suis toute seule, il n'y a personne d'autre pour me backer, entre guillemets. Est-ce que c'était un petit peu effrayant? Ou... Quand je me suis lancée toute seule, moi, je ne tiens pas un comité, j'ai pas de comment dire, j'ai pas d'impact. Quand je fais un retour sur un texte et que je le fais pour un auteur ou une autrice, en l'état, le texte, il est oui ou non suffisamment abouti. Il y a un dossier qui est hyper long avant avec tout l'argumentaire, c'est très long. Et je lui donne une liste de maisons d'édition vers qui je pense que ça pourrait éventuellement le faire. Après, derrière, c'est plus mon travail de savoir ce qu'il advient du texte. Une fois que moi, j'ai fait mon travail d'analyse et d'orientation, donc d'aiguillage du texte vers quand vraiment je sais que j'ai un gros coup de cœur sur une 50aine de manuscrits lus par an, il y en a peut-être 1 ou 2 par an, où j'ai un courrier que j'adresse au responsable du comité en disant voilà, j'ai lu ce manuscrit-là, qui correspond bien à je dois être à l'auteur ou à l'autrice, qui derrière est libre de l'utiliser ou pas, mais voilà. Et ça va peut-être pousser un peu le texte, mais globalement, c'est plus de mon ressort de savoir ce qui va advenir. Ton travail d'analyse critique, où est-ce qu'il s'arrête comparativement au début du travail de l'éditeur? En fait, nous, un travail d'analyse de marché, donc on doit savoir si le texte il est vendable, commercialisable, avec des critères qui sont propres au comité. Et après, derrière, l'éditeur, il va avoir tout ce travail il va retoucher le texte, il va le sublimer, l'auteur. Il va engager le travail d'édition, et le travail d'édition passe par ce qu'on appelle des corrections éditoriales, qui vont être un retravail du texte pour le façonner, en sublimer encore plus, en faire ressortir le meilleur. Alors que le lecteur pro, lui, il lit sur un fichier ou sur un manuscrit papier maintenant, mais on lit le fichier, on ne retouche pas au texte, on ne suggère pas de modification, on ne suggère pas de correction. Notre travail, il s'arrête en l'état, à l'heure actuelle, avec ce que j'ai sous les yeux, je constate tel point, tel point. Éventuellement, si on nous confie des textes qui ne sont pas du tout aboutis, auquel cas on donne des conseils, qui sont juste des conseils, justement, des conseils de potentiellement de choses qui peuvent être revues. Derrière, l'auteur ou l'autrice est libre d'en faire ce qui lui semble, en fait. Enfin, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et c'est encore notre sort parce que normalement, avant nous, travaillent des bêta-lecteurs qui sont là pour aider les auteurs dans leur process de réécriture. On est censé travailler sur les versions les plus abouties du texte avant le travail de l'éditeur et des corrections éditoriales qui, là, va être là pour plus façonner le texte et le sublimer jusqu'aux versions, enfin, l'objet libre. Est-ce que ça veut dire que tu t'es créé une sorte de radar peut-être pour passer à travers certaines fautes communes ou certains petits défauts que tu sais que ça, en édition, ça va être retravaillé, puis ça va être sublimé, que ça va vraiment pas être quelque chose qui va arrêter potentiellement de signer un contrat? Est-ce que tu arrives à déceler ce genre de petites choses? C'est un peu le cœur du travail, en tout cas, de savoir déjà. Et le premier œil que je vais jeter sur le manuscrit, on va dire que c'est un œil purement technique, cosmétique. Je vais regarder si la page de garde est correctement liée, est-ce qu'il y a toute l'info, est-ce que le manuscrit, d'ention, il est conforme, est-ce que les marges d'interlignage, le code typographique est respecté
détecter. Déjà me dire, OK, les bases du travail de l'auteur sont OK. Le manuscrit a été lu, révisé, c'est pas truffé de fautes partout. Il y a des phrases qui se tiennent. Il y a une plume qui est globalement, c'est OK. Ça, c'est la première chose que je vais aller noter. Je vais prendre des notes pour pouvoir faire un tour dans la partie dédiée du dossier. Et ensuite, je vais m'intéresser à ce qu'il y a à l'histoire, à la structure narrative, aux personnages, au rythme, au positionnement éditorial, à qui ça s'adresse, dans quel marché ça s'installe, quel public est visé globalement. Est-ce qu'il y a des textes similaires qui existent déjà, qui sont déjà sortis ou que j'ai pu avoir en lecture et où je me dis c'est très similaire à quelque chose que j'ai déjà lu, donc ça veut dire qu'il y a une tendance en ce moment. Non, ça peut être un frein parce que des fois, en comité, surtout sur des genres de l'imaginaire, en fantasy notamment, il y a une année où on a 50 manuscrits que j'ai lus, j'ai dû en lire 10 où il y avait le même type de magie, histoire. Et donc bon, ça veut pas dire que c'est pas des romans originaux, ça veut juste dire que noyé dans un flot d'enfants, c'est peut-être pas le bon timing pour l'envoyer. Donc voilà, ça c'est des choses sur lesquelles il faut que je fasse un retour pour que l'auteur-autrice puisse en prendre conscience et savoir voilà, si c'est le bon moment pour lui d'envoyer le texte. Ah ouais, c'était intéressant de voir qu'il y a quand même des tendances que tu vois, toi, de ton côté. Personne ne sait parler, rien au niveau des auteurs-autrices, mais tout le monde écrit un peu le même genre de... En fait, ça fait partie des sujets, des recommandations qu'il y a sur les mots aussi. Ça influence par extension le style, des plumes, des histoires, des intrigues. Les sorties dont on parle le plus souvent vont inspirer des auteurs ou autrices à créer des univers où on va retrouver des mécanismes narratifs qui sont similaires, mais c'est normal en fait. C'est comme au cinéma, par moment on a 15 comédies romantiques qui sortent et il y a plein de traits communs. Dans les livres, c'est pareil. En fait, dans la création artistique de manière générale, il y a toujours qu'on retrouve. Et ce que je dis aux auteurs, c'est que être original, ça ne veut pas dire chose qui n'a jamais été fait. Ça veut dire chose peut-être qui a déjà été fait, faire autrement. Et c'est ça qui rend un texte singulier finalement. On peut avoir 15 histoires et avoir 15 histoires très différentes parce que on a des auteurs et autrices qui se sont réappropriés une base commune et qui en ont fait complètement autre chose. Donc ce qui est intéressant, c'est vraiment très 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 similaire à ce qu'on lit en ce moment, à vraiment une chose près où on a la magie des 4 éléments toutes les 10 pages et on sait ce qui va se passer, ou au contraire on est sur quelque chose de totalement où l'auteur a réussi à se réapproprier ou un trope ou un truc qui fait que le texte est singulier. Donc ça, c'est aussi à nous de voir si c'est juste une tendance qui est suivie comme une tendance ou si c'est une tendance que l'auteur ou Ouais. Non, puis au début du podcast, tu as dit que toi, tu voulais te spécialiser au niveau des manuscrits. Pourquoi c'est cette partie-là qui t'intéresse? Parce qu'en fait, le travail... Alors, ça, c'est mon petit côté un peu... j'aime travailler seul, mais le travail de l'éditeur, c'est un travail qui est très social aussi. C'est-à-dire qu'ils doivent travailler longtemps avec les auteurs, de patience. Et j'avais pas ce goût du travail. Autant j'aime écrire, autant j'avais pas envie d'aider quelqu'un à écrire ou à réécrire ou à se l'aimer. Le travail du texte m'intéressait moins que le travail de ça, c'est ça qui m'intéresse en fait. C'est de savoir si dans ce que je vais faire dans l'année, je vais tomber sur ces textes dont on se souvient encore des années après. Sur tous les manuscrits que j'ai lu, je travaille à mon compte depuis 2017. Je me souviens précisément de tous les manuscrits pour lesquels j'ai eu un coup de cœur. Par contre, le reste, on titre et je relis, puis je vais me souvenir, mais globalement, ils m'ont pas laissé une trace. Ça s'est pas resté plus que ça. Et j'oublie j'oublie très vite ce que je lis, parce que sinon, je mélange tout et c'est compliqué, mais... C'est sûr, il y en a tellement. Puis est-ce que quand tu as un coup de cœur puis tu décèles une pépite, est-ce qu'après ça, tu vas aller lire le roman publié final? Ou non, juste d'avoir lu le manuscrit, c'est assez? Partie de ma bibliothèque que j'ai défendu et qui sont sortis, soit en auto-édition, soit chez des éditeurs, parce que souvent les auteurs et autrices, ils me l'envoient en service presse et je suis contente, mais je les relis jamais. Parce qu'il y a eu un retravail derrière et bon, je connais l'histoire de toute façon, mais je les relis rarement parce qu'à partir du moment où moi j'ai fait mon boulot, j'estime que le texte appartient au lecteur, à son auteur, à la maison d'édition et que c'est plus de mon temps de les relire et j'ai pas envie non plus de venir ternir le coup de cœur que j'ai eu. C'est comme les livres que j'ai adorés, je les relis rarement de manière générale parce que j'ai pas envie de perdre, j'ai eu des découvertes parce que j'ai trop d'attentes après et du coup je les relis rarement. Même chose, je comprends à 100%. Ouais. J'ai peur d'être déçue. J'imagine que j'ai... C'est ça. Ouais. Et j'imagine que ça peut aider, mais est-ce que c'est
est-ce qu'il faut absolument lire très vite pour faire ton métier? Ou ça prend Enfin, vraiment juste le côté technique puis analyse? Alors, je vous aurais posé la question à d'autres lecteurs. En fait, on a tous des méthodes de travail différentes. Donc, je vais parler de moi, on est tous un peu conditionnés différemment. Donc, voilà. Moi, j'ai toujours fait le choix, même des comités, de tout lire en entier. Alors qu'il y a des lecteurs, on leur dit vous arrêtez la lecture, ils arrêtent la lecture. Moi, je fais le choix de lire tout en entier parce que je sais d'expérience que parfois un début, ça peut cacher une histoire. Elle est juste maladroite au début. Et ça ne peut pas se savoir si on n'a pas lu le texte en entier, parce que c'est extraordinaire, mais dont les 10 chapitres sont terribles à lire parce que l'auteur a une plume qui n'est pas encore assurée, parce qu'il y a des tâtonnements. Et ça se retravaille. Le style, ça se retravaille. Il vaut mieux avoir un style un peu bancal, maladroit et une excellente histoire que l'inverse. Un très beau style et une histoire qui ne se tient pas. Donc je me dis toujours, le style, c'est perfectible, la plume perfectible, mais quand on a une bonne histoire, il faut se donner les moyens de voir si c'est une bonne histoire. Donc c'est un choix que j'ai fait, mais il y a beaucoup de lecteurs qui se plient à des contraintes et qui disent non, si au bout de 10-15 pages, il n'y a pas si, ça, tel critère, hop, j'arrête la lecture, et voilà. Comme j'ai le choix sur lesquels je travaille maintenant, et que j'ai le choix de lire en entier ou pas, je lis tout en entier, que je sais que c'est des détails, ça peut tout changer, en fait, de se rendre compte qu'en fait, au milieu du bouquin, non, vraiment, il y a du potentiel. Juste, il y a un travail à faire de réécriture, et ça, c'est perfectible. On est accompagné ou pas, d'ailleurs, mais Donc, quand les gens viennent te voir, ils ont un service premium de ce que je comprends. Parce que tu le lis au complet et tu leur donnes une chance jusqu'à la fin, quand même. Travaille le mieux possible pour qu'ils repartent pas avec des questions, parce que les gens qui travaillent avec moi, le but c'est qu'ils aient des réponses à des questions sur leur texte, sur leur projet. Donc si je jargonne ou si c'est comprendre, le but c'est vraiment de vulgariser un maximum tout ce qui se dit, d'être précis, de montrer qu'on a lu le texte et qu'on l'a compris, surtout parce que bon, il y a des fois il y a des textes qui sont archi difficiles à lire, hein, pas qui sont soit pour la thématique, soit parce que il y a des tas de faits qui font qu'un manuscrit peut être difficile à lire, mais il faut que l'auteur comprenne. J'ai compris l'intention au moins que le texte, bon, il y a des choses à revoir peut-être, mais voilà, mais qui repartent pas avec des questions. C'est l'objectif, c'est vraiment que ce soit clair, que l'argumentation soit claire et qu'il sache une fois le dossier remis ce qu'il doit faire. En gros. OK. Puis, qui vient te voir justement, tes clients? Est-ce que c'est des nouveaux auteurs? Est-ce que c'est des gens qui ont déjà écrit des livres et qui veulent avoir un avis de professionnel? Ça ressemble à quoi, tes clients cibles? Il y a tous les primo-romanciers ou primo-romancières qui écrivent leur premier roman, qui ne connaissent pas le milieu, qui ne savent pas comment s'y prendre, et qui, en plus de l'expertise sur le texte, parce que dans les dossiers, il y a toujours aussi une auto-édition au cas où, parce que en fait, comme je lis à l'aveugle, je ne sais pas avant de lire ce que je vais lire. J'ai juste le genre et j'ai le volume du texte. Je ne sais pas de quoi ça parle. Qu'est-ce que ça veut dire lire à l'aveugle? C'est que tu reçois une demande, tu veux rien savoir de c'est qui, puis de pourquoi. OK. Travail de mon côté, comme je travaillais en comité, les lecteurs en comité, on ne leur dit pas de quoi parle le texte. On leur dit c'est un thriller, 100 pages, et tu as 3 jours. Mais ils n'ont pas ni sur l'auteur, ni sur les thématiques, ni sur rien. À moins qu'il y ait des thématiques ultra sensibles, des sujets un peu touchy. Dans ce cas-là, ils vont avoir un trigger warning dans genre, il y a des scènes de ci ou de ça, et si le lecteur ne se sent pas capable, dans ce cas-là, c'est confié à quelqu'un d'autre. Mais on n'a jamais d'infos sur les textes. Je rencontre des auteurs qui me contactent pour un projet, que ce soit des primo-romanciers, des gens qui ont déjà publié, qui sont déjà publiés en maison d'édition peut-être. J'ai aussi des auteurs qui ont édition, mais qui sont ce qu'on appelle des auteurs hybrides, donc ils vont avoir à la fois des titres en maison d'édition et des titres en auto-édition, par choix, et mieux d'ailleurs. Et dans ce cas-là, ça dépend de ce qu'ils me demandent, mais globalement, ils viennent me voir. J'ai oublié la question. Je me suis perdue. Je me demandais quel type de clients qui venaient te voir. Est-ce que c'était des. Vraiment des profils. Je lis pour des comités, des lectures en maison d'édition. Je ne sais pas. J'ai aucune info sur l'auteur. Mais quand je lis en direct avec des auteurs, j'ai vraiment de tout. Autant des primo-romanciers qui sont déjà édités, déjà publiés. Je ne suis pas fixée encore sur ce qu'ils veulent faire de ce projet-là. Qui ont peut-être déjà des projets qui sont en auto et en édition, mais qui ne sont pas encore fixés trop sur ce qu'ils veulent faire de celui-là. Donc, du coup, qui demandent aussi là-dessus, savoir, est-ce que tu fais ma chance en maison d'édition? Est-ce que tu penses que ça se prête plus à l'auto? Donc, qu'est-ce que tu ferais? Enfin, voilà. J'ai aussi cette partie dans mon métier de conseil, d'orientation, d'aiguillage, et ces auteurs qui sont très... OK.
Puis, justement, dans ton métier, combien de livres tu peux lire par année? J'en lis une cinquantaine. En fait, j'en lis en gros un par semaine. Chaque lundi, Puis ça, c'est dans le cadre de je ton commence travail. un nouveau Là. manuscrit. Ouais. Lundi suivant, je rédige le dossier du manuscrit de la semaine précédente tout en commençant la lecture du suivant. Et c'est comme ça toutes les semaines, sauf quand je suis en vacances. Mais globalement, c'est une cinquantaine à peu près 50 manuscrits. OK. Wow, c'est quand même un gros volume. Puis les gens, ils trouvent comment? Par bouche à oreille, par des maisons d'édition qui te réfèrent? Il y a des maisons d'édition qui me renvoient des auteurs et autrices qui connaissent les contacts. Enfin bref, il y en a beaucoup qui me renvoient. Il y a les réseaux sociaux qui font que aujourd'hui, j'ai pas, en fait, je prose pas. J'ai des listes. Là, mon planning est complet jusqu'à la fin décembre. Donc, je cours pas après les clients. Wow. Je mets une liste d'attente en place pendant 6 mois. Après, je la rouvre. Je prends les bouts, je fais les devis, je renvoie. Enfin, en fait, ça se goupille assez. Je laisse des trous parce qu'il y a dans l'année, parfois, j'ai des urgences pour des comités ou des formations à donner ou des notions à cette activité de lecture qui fait que voilà, je laisse toujours volontairement des trous. Mais globalement, oui, on me trouve parfois aussi en boucle à oreille. Et puis des fois, j'ai des romanciers. Par exemple, j'ai travaillé sur une saga, j'ai travaillé sur le tome 1. L'année suivante, l'année d'après, je vais travailler sur le tome 3. Donc en fait, il y a des gens avec qui j'ai travaillé 3-4 fois parce qu'ils écrivent des sagas qui font 5. Et du coup, ils passent par moi à chaque fois. OK. Est-ce que, avec ce rythme-là, ça laisse le temps à de la lecture récréative? Je lis aussi pour moi, pour tout. En fait, dans mon travail, je ne lis quasiment que des gens à titre personnel pour que ce soit que mon œil pro qui travaille. Comme ça, il n'y a pas de biais, il n'y a pas d'affect. En fait, je lis pas avec mes émotions, je lis avec mon œil professionnel. Donc, je suis là pour savoir si oui ou non ça colle. Donc, généralement, je prends des projets dans des genres que je n'aime pas lire pour moi. Je suis une grosse lectrice de thriller à titre personnel. Je lis pas pour le boulot, ou très très peu. Je dois en lire 2 par an. La majorité, c'est des genres de l'imaginaire. Comme de base, je ne suis pas une lectrice de fantasy, je suis littérature d'imaginaire. Je ne suis pas une lectrice de romance non plus. J'en lis beaucoup pour le travail. Donc, du coup, je viens lire pour moi parce que je ne lis pas pour le boulot. C'est bien d'avoir cette balance-là. Donc, personnellement, tu vas lire quoi? Plus de la science-fiction? Plus Non, du drame contemporain? J'en lis pas pour moi non plus. Je n'aime pas. Ah ouais, c'est vraiment non. Ça, c'est non. Du coup, c'est un des rares genres que je refuse la lecture quand on m'en propose. Le boulot, oui, je dis pas vraiment, je peux pas, je suis pas assez calée sur ce genre-là, sur les mécaniques narratives, sur tout ça. Donc, je renvoie vers des collègues spécialisés parce que je sais que j'ai pas le bon œil pour ça. Je préfère perdre une mission et renvoyer vers des gens compétents que prendre juste parce que voilà. Non, j'ai des thrillers sombres, bien glauques, ou de la BD. Je lis beaucoup de BD, beaucoup de romans graphiques et pareil dans des genres qui sont assez. J'aime bien la BD indépendante, j'aime le graphique aussi, donc c'est plus ça. Est-ce que tu as des recommandations de livres, tes livres personnels que tu recommandes ou tes préférés? Je sais pas si tu en as. Là, en ce moment, je suis en train de relire des Agatha Christie que j'avais pas lu quand j'étais enfant. Ah ouais, le classique des classiques. Là. Ouais. J'en ai lu beaucoup quand j'étais plus jeune. J'ai racheté un gros lot d'Agatha Christie, donc je l'ai pas lu. Et en ce moment, je relis des vieux Agatha Christie. C'est assez régressif. C'est un style un peu grand. Mais sinon, je lis pas mal de bandes dessinées. Là, dernièrement, j'ai lu la série RIP. Je sais pas si elle est sortie au Québec. C'était sur des nettoyeurs de scènes de crime. C'est en 5 volumes. Ah ouais, c'est très sympa. Voilà, je suis dans un mood plutôt assez sombre dans mes lectures personnelles. Alors, mon travail, c'est plutôt la romance. Ça change. Est-ce que tu arrives à détacher ce côté-là, justement, œil critique, quand tu lis pour ton personnel? Ou c'est compliqué des fois, tu trouves j'aurais pas fait ça comme ça. Tu auto-édites comme Adeline fait des fois quand elle lit? J'ai des petites déformations professionnelles quand je pour moi, je le sais. J'essaye de passer outre parce que sinon, on va pas s'en sortir. Enfin, voilà. Déjà, quand je lis pour moi, je lis pour le travail. Parce que je dois parfois lire 500 ou 800 pages sur une semaine, alors que quand je prends 500 ou 800 pages pour moi, si ça me prend 2 mois, c'est pas grave. Donc, j'essaye de pas me forcer à lire aussi vite que quand je lis pour le travail. Mais globalement,
ouais, non, je vois facilement des coquilles dans les bouquins. Quand il y a des erreurs, je le vois tout de suite. Quand il y a des Ouais. problèmes d'impression, de mise en page, des trucs qui ont sauté. Enfin, des fois, ça m'agace, mais ça va pas me faire arrêter la lecture pour autant. Je me dis, bon, bah, c'est pas grave, là, je bosse là-dessus. Ouais. Bah, c'est vrai que bon, moi je connais pas du tout ce milieu-là de l'édition, je connais pas les mécanismes. Puis tu le mentionnais aussi tout à l'heure, chaque maison d'édition a un peu sa ligne directive, probablement aussi un public choisi, ciblé. Moi, c'est vrai que des fois, encore une fois, de quelqu'un qui connaît rien dans le métier, je lis des livres et je me dis: «Mais comment c'est passé en édition? Comment ils se sont dit: "C'est génial, on imprime ça"?» Enfin, c'est vrai que des fois, il y a des c'est question de goût aussi. Il y a vraiment il y a aussi du goût là-dedans, hein. Mais des fois, je me demande, c'est cocasse, hein? Je me pose régulièrement la question sur des titres aussi que je vois sortir et je me dis, mais. Et pourtant, enfin, je travaille dans le milieu, et voilà, mais juste des fois, je vois des trucs sortir. J'aurais jamais sorti ça. Enfin bon, il y a des fois, il y a des choix qui sont motivés. Après, c'est aussi, c'est que ce qu'on dit, c'est de la tambouille interne, hein. Il y a des choix qui sont motivés par des questions, parce qu'il faut pas oublier que ça reste des entreprises, des maisons d'édition, et qu'ils ont sorti ça, ou qu'ils ont quelque chose à gagner, généralement de l'argent. Voilà. Donc, s'ils se sont dit, bon, ça va sortir, c'est que potentiellement, ce qu'ils ont investi est suffisant pour prendre le risque et ils savent que ce sera couvert. Donc, généralement, enfin, voilà, il y a cette notion-là. Après, c'est vrai que même sur mes posts sur les réseaux, tout ça, il y en a qui me disent, oh, tu diabolises le travail des maisons d'édition. Mais en fait, j'essaie d'avoir un œil triste sur le milieu dans lequel je travaille. Et il y a des pratiques que je cautionne pas. Et juste parce qu'en fait, je travaille aussi avec des auteurs et autrices et c'est pas dans mon intérêt les aiguiller vers des maisons d'édition dont d'accord dans les pratiques, notamment au niveau des. Il y a des choses. Voilà. Ouais. Puis, est-ce que ça t'est déjà arrivé avec un client que ça se passe mal, sans nommer de nom, mais que tu donnes des retours, puis comme non, il veut pas changer d'idée ou peu importe, puis que ça aboutit. Ça m'est pas vraiment arrivé parce qu'en fait, je leur rajoute au moment où je fais le devis. Donc, parce que je fais toujours un premier entretien avec l'auteur ou avec l'autrice, pour savoir prêt à se confronter à une critique, parce que dans mon milieu, on me connaît comme quelqu'un d'assez frontal dans mes critiques. Donc, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Évidemment, je mets les formes. Je ne suis pas là pour décourager qui que ce soit. Je vais toujours mettre les formes. Mais quand il y a problème, quand je mets le doigt dessus, ça sera explicite. Ça va être dit, ça va être expliqué, ça va être argumenté, mais ça sera dit. Donc, je m'assure que la personne que j'ai en face, elle est capable d'entendre et de lire ce que j'ai à lui dire. Parce que si déjà, je sens que on est sur quelqu'un qui est persuadé d'être le grand prix Nobel, parce que j'en ai des comme ça, des fois en rendez-vous qui sont très sûrs, et c'est pas d'être sûr de soi, au contraire, c'est bien d'avoir de l'assurance. On sent tout de suite s'ils sont capables d'affronter de la critique ou s'ils viennent là pour avoir une valorisation de leurs idées et s'ils cherchent quelqu'un qui va aller dans leur sens. Donc du coup, déjà, il y a ce travail-là pour être sûr d'être avec quelqu'un qui va accepter si jamais il y a des critiques, sachant qu'à ce moment-là du rendez-vous, je ne sais pas ce que je vais lire. Donc je pars avec sur le texte. Et derrière, quand j'ai un dossier qui est pas très bon, où je sais que je réexplique à l'auteur ou à l'autrice que ce que je dis là n'engage que mon œil professionnel et qu'il reste seul maître à bord, à savoir qu'il est en droit ou non de suivre les recommandations que je lui fais. Parce que moi, mon but, contrairement à certains professionnels qui disent il faut changer ça, il faut faire ci, ça peut poser problème parce que telle raison, tu fais ce que tu veux. Donc en général, ça se passe plutôt. Alors ça fait pas toujours plaisir. Et ils me le disent, je suis un peu déçue. Mais j'ai l'approche qui. Mais t'es payé pour ça. T'es payé pour donner ton avis. Puis j'ai jamais vraiment eu de problème voilà. J'ai eu une fois avec qui m'a redemandé un rendez-vous derrière parce qu'elle n'était pas sûre d'avoir bien compris. Et voilà. Je lui ai expliqué. On s'est expliqué. Elle me dit, oui, mais en fait, je n'avais pas vu ça comme ça. Et ça s'est passé. Et puis, s'il y a besoin, à répondre aux questions. Je reste toujours disponible. Je lâche mon dossier. Mais après, derrière, s'il y a des questions, s'il y a besoin, je suis tuteur et autrice derrière pour savoir comment ça se passe pour eux. Donc, en général, ça se passe bien. OK. Puis, est-ce que dans les manuscrits que tu reçois, tu commences à avoir un peu de AI dans les textes ou ça touche pas les manuscrits que tu reçois? Ça doit sûrement arriver. Alors, ceux auxquels je suis confrontée, pour l'instant, j'ai pas eu ce soit le cas. Je pense que ça va arriver. Je
je pressens que je vais venir par tomber sur les textes qui ont été. C'est quoi ta perception par rapport à ça? Parce que c'est sûr là, que c'est comme le sujet du moment, puis ça touche beaucoup l'écriture. Je pense que j'avais vu, là, je ne me rappelle plus des statistiques, mais au niveau des gens qui sont auto-édités, il y avait beaucoup de AI justement qui rentraient en ligne de compte. C'est quoi un peu ta perception par rapport à ce sujet-là? La perception, c'est que ce qui me questionne surtout, c'est la protection des données. Enfin, la protection des données dans le sens et voilà. J'ai pas envie que l'IA se nourrisse d'un auteur pour aller en aider un autre. Ça me dérange. Ouais. Un peu ce côté artistique, création artistique qui est volé, emprunté par l'IA, en nourrir d'autres. Derrière, ça me dérange. Par contre, sur le fait d'utiliser de l'IA comme outil, j'ai un peu moins de soucis avec ça, dans le sens où, par exemple, je travaille avec des autrices qui ont des troubles 10, donc de la dyslexie, des orthographies, et qui se servent, par exemple, de l'IA pour corriger les tournures, pour corriger des fautes d'orthographe, notamment. Moi, j'ai une autrice dernièrement qui m'a rappelé qu'elle était dyslexique. Bon, je l'avais noté dans son dossier au moment de faire mon devis, donc je le savais. Mais elle m'a dit, voilà, si jamais je suis passée par un logiciel, peut-être qu'ils utilisent de l'IA pour corriger mes erreurs d'orthographe. Et je lui ai dit, mais en fait, il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui prennent même pas le temps de corriger tout court, donc c'est pas moi qui vais aller se taper sur les doigts pour ça. Et sur certains points, je pense que ça peut être pas forcément. Moi, je suis pas trop création pure et dure, mais comme un outil de correction, par exemple, je trouve que c'est pas tellement une mauvaise chose, surtout que nos logiciels utilisent l'IA depuis très longtemps, quoi, juste qu'on n'en parlait pas, mais et voilà, donc il y a nos téléphones, c'est pareil. Enfin, je veux dire, on est entouré par ça depuis longtemps, c'est juste que maintenant, il y a des outils spécifiques et nommés qui sont développés, donc on en parle, mais en vrai, on est quand même entouré de ça depuis quand même un petit paquet d'années. Et je pense que de toute façon, il y a des métiers, dont le mien et dont plein d'autres, qui finiront par être bouffés par l'IA. Et on s'adaptera. Et puis voilà, en fait, je peux pas me battre contre quelque chose comme ça. Parce que, voilà, tant que je peux faire ce métier-là et que je peux l'exercer comme ça, tant mieux. Si un jour ça devient une question, je me poserai question, je pense. Mais pour le moment, voilà, je suis pas frontale ni contre ni pour. Je me dis que bon, ça dépend comment c'est utilisé, ça dépend ce qu'on en fait, ça dépend. C'est toujours un peu pareil, quoi. Ouais, c'est ça. Je me demande si un jour il va y avoir un best-seller, tu sais, à Cotard ou quoi que ce soit, mais qui est juste écrit par un AI puis personne va être au courant. Je me demande si ça va arriver. J'imagine c'est. Commerciaux, on ne citera pas les noms, mais voilà, qui sont soupçonnés d'être des IA. En vérité, ce serait tellement possible, mais voilà, c'est pas la maison d'édition qui va aller nous le dire, ni l'auteur, ni l'autrice. Donc voilà, je me dis, ça finira par arriver. Enfin, ça fera un pied de nez à beaucoup de maisons. Enfin, on aura sûrement des scandales comme ça, je pense, dans les années à venir. Il faudra s'adapter, c'est toujours pareil, mais je pense que ça met quand même en péril. C'est vrai que ça met, enfin, la création artistique, mais que ce soit de l'écriture, de la création graphique, les illustrateurs, illustratrices. Enfin, il y a beaucoup de corps de métier là qui sont impactés par ces IA. Et c'est assez compliqué. Je côtoie beaucoup de correcteurs, de correctrices, de traductrices, enfin, qui sont vraiment impactés par ça. Donc, je pense que ça finira par être un souci pour certains corps de métier, c'est sûr. Ouais, non, c'est ça. Ici, Audrey-Anne aussi, là. Ouais, je le vis moi aussi parce que je fais de la rédaction publicitaire, donc l'IA est très, très capable d'en faire aussi. Donc, ouais, je le vis aussi aux premières lignes, là. Ouais, c'est ça. Mais là, moi, je vois mon conjoint, il travaille dans l'informatique et c'est très utilisé en informatique parce que c'est un outil pour vérifier le code, pour vérifier des trucs. Et il m'a dit, bon, ça va passer. Et puis, on peut plus trop reculer devant ça et ça va pas aller en s'arrangeant. Donc, c'est assez effrayant et en même temps. Ouais. C'est rendu un genre de cercle vicieux ou vertueux pour certaines perspectives, c'est que si tu l'utilises pas, tu vas être en arrière, mais si tu l'utilises, tu te dénatures des fois ou tu empêches quelqu'un d'autre de faire son métier. Fait que c'est comme, tu te positionnes où là-dedans? T'sais? Fait que c'est ça qui est compliqué. Puis il faut que tu te dises que les autres aussi, ils se disent ça. Donc, tu n'as pas le choix d'embarquer. Mais c'est ça, c'est un gros sujet. Là, On va voir où ça va déboucher. Des collègues qui sont freelance aussi et qui se posent le même genre de questions au niveau éthique, au niveau même, au niveau éthique professionnelle, au niveau est-ce qu'on l'utilise, est-ce qu'on l'utilise pas, est-ce qu'on dit qu'on l'utilise, est-ce qu'on ne doit pas dire qu'on l'utilise, pourquoi, enfin, ouais, c'est des vrais sujets. Et puis, je pense que ça va être de pire en pire avec le temps, je pense. Mais je pense que je l'avais déjà dit sur le podcast, mais moi, je suis convaincu qu'à un moment donné, il va y avoir une certification made by humans, là, puis ça va valoir quelque chose. Parce que les gens, ils veulent que ça soit fait par des gens aussi. Ouais, je pense que ça va être pareil pour tout. Enfin, dans tous les secteurs où il y a une potentialité d'utilisation de l'IA, je pense que ça va venir par être un label certifié, genre par l'humain ou autre chose, mais il y aura forcément
un truc parce que ils vont essayer de se battre contre. Donc voilà. Mais surtout dans le domaine de l'écriture, parce que, je veux dire, l'IA commence par là, par la génération de texte. Donc, Ouais. ça commence là. Donc, même toi, tu pourrais ajouter ça comme service à un étampe là, made by humans, peut-être. Mais ouais, c'est ça, c'est quand même... En tout cas, j'ai hâte de voir... Hâte et pas, là, de voir comment ça Ouais. va évoluer, mais Pas très hâte de mon côté. non, c'est ça. Je suis curieuse de savoir, mais j'ai pas envie de subir les conséquences. Enfin, c'est assez paradoxal, mais Ouais. ça. Ouais. Non, je comprends tout à fait. Sinon, toi, est-ce que tu écris? Est-ce que tu as déjà écrit des livres ou vraiment c'est la J'ai lecture? écrit, j'ai même été publiée quand j'étais plus du tout. J'ai adoré une fois que le texte est sorti de ma tête, ça m'intéresse plus du tout. Et j'ai pas du tout envie d'aller compter ce que j'écris aux gens enfin, voilà. C'était pas une expérience très. J'ai fait, je me suis dit, oh, je suis capable. Puis, ok, puis après, je me suis retrouvée à devoir répondre à des lecteurs qui avaient adoré mon texte, qui l'avaient interprété pas du tout comme je l'avais pensé. Ça m'a agacée. Puis je me suis dit, en fait, je suis pas faite pour ça et c'est pas grave. Bon, c'est pas mon métier, mais c'est pas grave finalement. Mais voilà, il y en a beaucoup. Enfin, il y a une question qu'on me pose souvent, c'est oui, mais comme tu lis plein de textes et tu sais ce qu'il faut faire, tu pourrais écrire un livre. Oui, mais j'en ai pas envie. Donc voilà, je laisse le succès à ceux qui ont envie de travailler dans la lumière. C'est pas mon cas, sinon je ferais pas ce boulot-là en fait. Donc Parce qu'avoir les témoignages des gens qui écrivent les livres, ça n'a pas l'air d'être si simple que ça, même quand tu sais comment ça fonctionne. C'est un gros projet, là, puis... c'est très compliqué, il y a beaucoup. Moi, je le cache jamais aux auteurs et aux autrices, je le rappelle dans tous mes dossiers. Sur tout ce qui arrive en côté, il y a 1% qui débouche sur un contrat. C'est un long chemin, voilà. Les auteurs qui veulent s'auto-éditer ou qui ont cette perspective-là, je leur précise toujours, l'auto-édition, c'est un vrai boulot. Ça demande un vrai investissement. C'est aussi compliqué que l'édition parce qu'on devient soi-même l'éditeur ou l'éditrice du livre. Donc le choix est totalement valide. Moi, j'ai pas de problème avec ça et j'ai beaucoup d'auteurs qui s'auto-éditent. C'est pas pour moi. J'ai toujours été très ouverte là-dessus et c'est pas du tout. Ça me pose aucun problème. Par contre, il faut prendre cette décision-là en étant conscient de la difficulté et du cheminement parce qu'on devient l'éditeur ou l'éditrice. On doit coordonner des équipes, s'entourer des bonnes personnes, faire de l'argent, se positionner en tant que responsable de sa publication et c'est une démarche qui est tout aussi valorisante mais complètement différente malgré toutes les idées ou encore l'auto-édition. Donc bon, très compliqué. Il y a aussi tout le volet promotion du livre que l'auteur ou l'autrice auto-éditée doit prendre sur lui ou sur elle, ouais. C'est très difficile et ça c'est pareil, c'est très souvent les auteurs d'autrices. C'est pas souci de s'auto-éditer et de faire sortir le livre au papier parce que ça c'est des étapes mécaniques. C'est une chaîne, on sait dans quel ordre il faut faire les choses et on est bien entouré, ça se passe bien en général. Ce qui pose le plus de problèmes, c'est la com. Parce que c'est difficile de sortir du lot. C'est très difficile de parler de son texte. Quand souvent j'ai des auteurs autrices, ils aiment bien écrire, mais ils sont pas à l'aise sur les réseaux et ça peut se rendre. Aujourd'hui, ça passe beaucoup. J'explique aussi que souvent l'auto-édition peut être un tremplin vers l'édition si c'est une volonté potentielle, parce que les éditeurs, on va pas se mentir, ils font aussi leur marché sur le marché de l'auto-édition, ils regardent ce qui fonctionne et derrière ils proposent des contrats. J'ai une autrice qui s'est arrivée qui avait écrit une grosse saga dark romance en 3 volumes. Elle est sortie en maison d'édition vu que ça marchait super bien sur Wattpad. Voilà. Et donc c'est toute une chaîne parallèle, mais dans les ponts avec l'édition. Ouais, puis c'est ça, l'auto-édition aujourd'hui prend quand même de la place parce que les gens peuvent se créer un univers, un branding sur les réseaux. Puis on avait reçu dernièrement Orlane Durest, je me souviens bien de son nom. Elle est compositrice, donc elle compose des musiques pour des livres. Donc elle aide à créer l'univers autour du livre. Donc j'imagine que l'auto-édition, quand tu sais que je pourrais aller me chercher une musique, une trame, une image, une illustration, puis je peux faire ça un peu par moi-même ou avec des partenaires en freelance, c'est quand même intéressant ce volet-là, mais ça inclut que tu dois porter beaucoup de chapeaux en même temps, tu dois déverrouiller beaucoup de compétences, la cote. En fait, il faut tout chapeauter. Moi, je leur dis souvent, en fait, l'idée, c'est pas de tout faire tout seul. C'est pas du tout ça l'idée de l'édition indépendante de manière générale, parce qu'en France, on parle beaucoup d'auto-édition / édition indépendante, parce qu'en fait, ça reste de l'édition indépendante quand un auteur devient l'éditeur de son livre. Il faut savoir s'entourer, ce qu'on veut faire soi-même et ce qu'on veut ou peut déléguer, parce que là, on n'est pas tous maquettistes, on n'est pas tous graphistes, donc si on a un travail qui est fait
en fonction de ce qu'on a dans la tête, mais qu'on n'est pas en capacité de le faire, il faut trouver une personne de confiance. Pareil, chercher un imprimeur, il y a plein de questions aussi là-dessus. C'est est-ce qu'on s'imprime à la demande, comme ça on n'a pas de stock à gérer? Est-ce qu'on imprime 3 exemplaires qu'on stocke dans son grenier en attendant des salons? Est-ce qu'on fait de la vente en direct? Est-ce qu'on l'a... Enfin, il y a une question de chaîne du livre qui est complètement à la charge de la personne qui s'auto-édite. Donc c'est super technique, super dur, et il y en a beaucoup qui se lancent là-dedans. Et puis on va bien, sauf en fait, Ouais. il faut quand même s'organiser un minimum, savoir un petit peu, parce que c'est quand même techniquement, c'est pas plus simple que de chercher un éditeur. Chercher un éditeur, c'est long, mais une fois qu'on est pris en... c'est toujours aussi long, mais on a des gens dont c'est le métier qui s'occupent de toutes ces parties-là. Alors qu'on est indépendant, qu'on fait de l'auto-édition, il faut apprendre un peu, il faut monter et puis essayer, et puis apprendre sur le tas. Et c'est très, très difficile. Donc, ouais, j'ai beaucoup d'admiration pour les auteurs et autrices indépendantes, parce que je trouve que c'est un boulot. En plus, j'ai la connaissance du côté éditeur, je sais à quel point c'est long, tout ce travail de conception. Du coup, j'ai beaucoup d'admiration pour les auteurs et autrices qui se lancent là-dedans. Je trouve que c'est extrêmement courageux, et bon, après, on apprend énormément, mais c'est très dur. Ouais. Ça fait tout qu'un projet quand tu te lances là-dedans. Puis, je ne sais pas si tu as la statistique, mais ça prend combien de livres pour un auteur-autrice qui écrit avant d'être publié en général ou avant d'être accepté? Est-ce que ça arrive souvent que c'est le premier ou ça arrive au 4e, 5e essai que là, ils ont eu l'expérience et la compétence nécessaire pour être acceptés? J'ai pas les stats, je sais pas du tout. C'est vrai que ceux que moi j'ai accompagnés, j'avais beaucoup de primo-romanciers ou de primo-romancières qui ont réussi à trouver un contrat, à trouver une maison d'édition, et c'est très chouette. J'ai une ou deux autrices qui avaient déjà écrit plusieurs avant, le même genre, et qui sont essayées à un nouveau genre, et le nouveau genre a mieux fonctionné, et du coup ça a signé. Derrière, les précédents qu'elle avait écrits, qui avaient marché, ils ont été signés aussi, donc des fois ça marche aussi comme ça. Il y en a un dans le lot qui a été écrit qui fonctionne. Voilà. Et du coup, après, derrière, il y a plus de facilité à poser des manuscrits qui sont dans les tiroirs en disant j'avais écrit ça, à donner à son éditrice, son éditrice peut jeter un œil s'il y a quelque chose qui te plaît, moi je veux bien signer chez toi. Et puis en fait, on vend des carrières. Il y en a toujours un qui lance une carrière, et puis après, parfois, ça arrive que certains tiens ressortent après parce que le succès ou la notoriété est installée, donc c'est moins un risque. Parce qu'en fait, ce qui pose problème aux éditeurs très souvent, c'est pas que le texte n'est pas bon, c'est que publier un primo-roman, un risque commercial. On publie des auteurs et autrices, par exemple, qui écrivent un livre par an. Exemple, une maison d'édition qui publie un Frida McFadden, ils savent qu'ils vont avoir forcément un livre qui va bien best-seller, qui va faire un certain chiffre d'affaires pour la maison d'édition. Et cet argent-là, réinvesti pour prendre quelques risques par-ci par-là sur des primo-romanciers où il y a un peu moins de recul et on n'est pas trop sûr que ça va se vendre comme on l'espère. Donc en fait, ces grosses ventes permettent d'équilibrer les risques que prennent les maisons d'édition. C'est pour ça qu'on publie finalement en comité de lecture, parce que les gens ont tendance à penser que tout ce qu'on publie arrive du comité de lecture. Pas le cas. Il y a une partie qui arrive au souvent des primo-romanciers ou des gens qui tentent leur chance, mais derrière, une maison d'édition, elle va avoir des livres d'exemple, j'en sais rien, une personnalité vient de décéder, ils vont demander à un biographe de leur fournir une biographie de tel personnage public qui est décédé. Il faut savoir qu'il y a déjà des biographies de plein de personnages publics qui sont prêts à sortir au cas où il y a un décès. Donc ils ont une banque de biographies prêtes à l'emploi. Ça fait partie des livres de commande. Ou alors, tiens, en ce moment, de l'affaire en France, de l'affaire Pellico, donc on voudrait un livre sur les violences, la soumission chimique, par exemple, et ils vont demander à un auteur ou un psychiatre spécialisé sur le sujet d'écrire un livre pour la maison d'édition sur cette thématique-là, parce que au niveau sociétal, événementiel, il y a quelque chose qui fait. Donc ça, ces livres de commande-là, voilà. Il y a toutes les suites de titres qui sont déjà sortis les années précédentes, un deuxième tome d'une saga, voilà, qui va arriver. Donc ça ne passe pas par le comité de lecture. L'auteur, il a signé sa suite, ça va sortir. Et on a tous les rachats de droits, les traductions, en fait, qui prennent une énorme place dans les maisons d'édition. On ne publie pas que des romans français, on publie des traductions anglo-saxonnes et d'un peu partout, en fonction de l'édito. Et ces traductions-là, c'est un très gros volume de texte pour une maison d'édition. Donc, lecture, au final, c'est grand-chose, quoi. Ah, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait cette partie-là de traduction, puis d'amener des gros livres. Courrier, un dossier envoyé, et puis quelqu'un qui est derrière sa pile de manuscrits choisit ce qui va sortir. Alors qu'en fait, c'est très très peu de tout ce qui sort chaque année. Plus, il y a des maisons, par exemple, les livres pratiques, eux, ils sortent des titres, il n'y a pas de comité de lecture.
ou très peu. Enfin, il y a, je veux dire, une maison qui publie des livres de treat yourself, de je ne sais quoi. Ils ont des auteurs, rédacteurs à qui ils vont commander des livres et ils vont sortir des titres, voilà. Ou alors, il y a un YouTuber qui est super spécialiste de tel truc, ils vont dire ça va se vendre, c'est pareil. Ils vont aller chercher la personne pour dire, est-ce que tu voudrais pas écrire un livre pour nous? Trouver sur les tables des libraires le livre d'un YouTuber, d'un créateur de contenu, d'une personne publique qui va avoir écrit un livre. Là, dernièrement, on a eu un livre politique qui est sorti d'un de nos amis qui a passé 10 jours en prison. Hein. Donc, voilà. Et ça lui marchait aussi, mais on en parle moins parce que dans l'imaginaire collectif, c'est juste un monsieur ou une madame derrière une pile de manuscrits qui choisit ce qui va sortir. Alors en fait, il y a tout un circuit derrière où il y a déjà plusieurs titres qui sont sûrs de ça. Les calendriers, les plannings, ils sont prévus très longtemps avant. C'est pour ça que c'est si long aussi. Ouais. Dans tout ce cheminement-là, puis ça fait un peu aussi écho à ce que tu disais au début, que un manuscrit, c'est certes le talent ou le potentiel d'un livre, mais c'est aussi le bon timing. Qu'est-ce qui adviendrait d'une pépite ou d'un livre, ou d'un manuscrit plutôt, où tu vois énormément de potentiel, mais c'est juste pas le bon timing? Dans ces cas-là, on va faire un retour argumenté. Alors, il y en a très peu, on le fait très peu. C'est triste et c'est dommage, je trouve pas. Enfin, voilà. Mais les retours argumentés, c'est un retour qui montre l'intérêt qu'il y a du texte. En disant, voilà, notre comité, il a vraiment aimé votre texte pour telle raison. Là, on n'est pas en mesure de le défendre aujourd'hui. On vous souhaite vraiment de trouver quelqu'un qui saura le défendre. Alors, ça ne veut pas dire que derrière, l'auteur ne peut pas le reproposer quelques mois plus tard, mais souvent, il va prendre cette lettre et se dire « Ok, j'ai eu un retour argumenté », ce qui veut dire que ça a retenu l'attention d'un comité. Donc, il tentera sa chance ailleurs, souvent, et là, ça va finir par payer au bout d'un moment. Mais les retours argumentés, c'est hyper précieux parce que ça veut dire que vraiment, on a ce texte-là, il reste en mémoire, il y a plusieurs lecteurs les regards qui ont trouvé que ça avait vraiment du potentiel, et là, du coup, l'intérêt, c'est vraiment de soutenir l'auteur en lui disant « On ne peut pas le faire. On peut pas le défendre pour telle raison, voilà, parce que c'est pas le bon. Parce qu'on a déjà, c'est déjà arrivé qu'on ait déjà un texte dans le même genre, voilà, qui est déjà planifié et on peut pas faire doublon parce que voilà, même si c'est un excellent roman, on peut pas le chez nous. Dans ce cas-là, on va lui faire un retour argumentaire en disant nous on y croit, essayez d'y croire aussi et tentez votre chance pour essayer de trouver quelqu'un. Et généralement, c'est très long, c'est-à-dire que ça va signer des lendemains chez quelqu'un d'autre, mais c'est un petit plus. Et puis souvent, ça booste aussi l'auteur ou l'autrice dans sa condition qu'il ne faut pas lâcher. Quelques-uns se découragent très vite, qui voient les lettres de refus s'entasser, ils se disent voilà, mon texte vaut rien et tout. Alors que non, en fait, c'est juste soit il a été envoyé au bon endroit et dans ce cas-là, ça n'a pas été vu, il y a un refus standard et c'est comme ça. Ou alors, il n'y a pas de retour argumenté, mais ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, ça veut juste dire voilà. Et des fois, il y a ce petit retour-là qui change tout et qui dit ah ouais, en fait, le comité de telle maison, ils ont adoré. Donc, il y a ce côté accroché, quoi. Parce que c'est vraiment très long. Il y a énormément de concurrence. Enfin, il y a beaucoup de gens qui envoient des textes. On se retrouve en comité, il y a des centaines de manuscrits reçus toutes les semaines. Enfin, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est Ça fou. arrivé. Faut quasiment juste être chanceux pour être pris, là. Céline? Non, j'allais dire que cette situation-là, elle est arrivée à une de nos invitées. Ça a été l'une de nos premières invitées d'ailleurs sur le podcast. Elle a une chaîne YouTube. Elle s'est lancée dans l'écriture d'un roman qu'elle a énormément travaillé. Enfin, elle a quand même été bien encadrée là-dessus. Elle a envoyé en maison d'édition et en fait, ils lui ont fait un retour justement argumenté en disant le comité, on était vraiment indécis. Il y a vraiment des gros plus et il y a des moins bonnes choses dans ton manuscrit. Et en fait, ils lui ont vraiment fait un retour sur voilà, tu pourrais retravailler ci, tu pourrais retravailler ça. Et apparemment, ils lui ont livré vraiment un guide de réécriture très complet en lui disant lâche pas, il y a vraiment quelque chose, retravaille-le. Puis peut-être si ça prend 3-4 ans, ça prend 3-4 ans, mais on sera ravis de relire ta réécriture si ça aboutit. Ouais, ça arrive de temps en temps et c'est super bien que certaines maisons prennent le temps de le faire. Il y a aussi un double risque avec ça et ça, je mets toujours en garde les autrices avec ça. Un retour argumenté avec des suggestions de modification, c'est super, mais il faut garder quelque part la version originale parce que parfois, en retouchant sur les commentaires d'un éditrice, on retouche tout, on dénature le texte pour le façonner au regard d'une maison d'édition, donc ça va coller bien chez cette maison d'édition-là qui peut-être 5 ans plus tard va dire en fait non, timing, on n'en veut pas parce qu'on a trop eu depuis, ça arrive, et du coup, toujours garder une version de la version d'origine, toujours.
parce qu'il y a vraiment eu j'ai une autrice comme ça qui avait retouché, retravaillé son texte dans une maison jeunesse en l'occurrence, pour un livre fantastique, qui était très bien d'ailleurs, mais voilà. Et au final, elle a tout retouché, tout, et ça n'a pas signé parce qu'en fait, le comité d'éditeurs avait changé, l'éditrice n'était plus là et il n'y avait personne pour le défendre. Et derrière, elle n'a pas pu faire quoi que ce soit sur son texte. Donc voilà, garde toujours une petite version quelque part du texte d'origine, quitte à envoyer une réécriture qui a fait un retour. C'est toujours bien. Non, c'est sûr, ouais. C'est sûr, Ok, mieux j'ai c'est été mieux. noté. Est-ce que tu as des exemples justement de pépites que tu as dénichées parmi tes clients, puis que ça a changé leur vie complètement, qu'ils faisaient ça un peu temps partiel, il y avait un travail, puis là, du jour au lendemain, ils se font publier, les ventes, ils décollent, puis là, ils peuvent faire ça à temps plein. Est-ce que tu as trouvé ce genre de projet-là avec toi? Comment ça se passe au Québec, mais en France, auteur, c'est assez précaire. On ne gagne pas des milliers de francs, les droits d'auteur sont pas très élevés, à moins d'être très très bien défendu par un agent. Chose voilà, qui est aussi difficile que de chercher un éditeur. Trouver un agent, c'est très compliqué. Mais alors, qui ont vu leur titre publié et leurs suivants publiés et qui ont commencé leur carrière d'auteur, d'autrice, oui, j'en ai quelques-uns, mais qui sont transformés en Marc Lévy, Amélie Nothomb, je ne sais qui, gros vendeurs. Pour l'instant, j'y ai pas été confrontée. J'ai travaillé avec des grands noms de l'écriture pendant mes stages, voilà, de manière récurrente. Mais pour l'instant, pas que je sache. Puis en fait, c'est vrai que sur tout ce qui sort, j'ai pas toujours le retour. Des fois, je découvre qu'un livre que j'ai défendu est sorti, mais je l'ai pas reçu, j'ai pas été prévenue. Enfin voilà, moi, mon travail s'arrête vraiment une fois que j'ai remis mon dossier. Des fois, les auteurs, autrices font des nouvelles, ou je reçois un mail d'une maison d'édition, voilà, on a lu votre courrier de recommandation, on va le signer chez nous, c'est un très bon texte, merci pour votre travail. Des fois, je suis citée dans les remerciements. C'est très rare. On travaille de manière discrète et dans l'ombre, donc je suis pas toujours. Mais c'est ça qui est un paradoxe dans ce métier-là, c'est que tu mentionnais que bah, c'était pas le corps de métier qui avait la plus grosse rémunération dans la chaîne du livre, mais vous avez quand même un rôle qui est ultra important parce que vous êtes, entre guillemets, la première étape à déceler peut-être un futur best-seller. Peut-être, c'est sûr, mais après, on n'est pas trop mis en lumière parce que on travaille, on fait autre chose à côté, donc on n'est pas partie intégrante de la maison d'édition. Et puis en plus, on est anonyme. Les gens de la maison d'édition, ils parlent les lecteurs. Généralement, enfin, on se réunit pas, on se connaît pas parfois. Moi, je connais aucun des lecteurs des comités pour lesquels j'ai pu travailler. On se croise pas. On croise nos regards respectifs, mais nous, on ne se voit jamais, on n'est jamais tous autour d'une table à discuter. On ne se connaît pas les uns les autres la plupart du temps. Donc, c'est vrai qu'on travaille de manière anonyme. C'est aussi pour ça que j'aime ce métier, parce que on est derrière les textes et personne ne le sait. Et il faut être un petit peu asocial comme je le suis, donc très bien, mais c'est pas un mythe. Enfin, même dans les maisons d'édition, les comités de lecture, où je suis passée, les comités de lecture, c'est souvent en sous-sol ou dans des bureaux complètement excentrés. Vraiment, ce cliché responsable tout seul derrière sa pile de texte, c'est un peu ça. Bon, maintenant, c'est des manuscrits numériques la plupart du temps. Mais à l'époque, quand j'ai commencé, c'était ça. C'était des piles de manuscrits entassés sur des bureaux ou des étagères, il y en avait partout. Et un petit bonhomme qui était tout seul dans son bureau, faire du tri, et puis 2-3 lecteurs qui passaient récupérer un manuscrit partaient. Et voilà, donc c'est des métiers qui sont très. Enfin, des fonctions, en fait, qui sont très discrètes. Ouais. Les techniciens de l'ombre. C'est ça. Ouais. Mais comme en fait, en maison d'édition, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur un livre. Mais dont on parle très rarement des attachés de presse, on parle rarement des assistants qui sont des joues de technicité et des personnes qui sont indispensables au travail de l'éditeur. Ces personnes, l'éditeur, c'est la figure aussi sociale entre l'auteur et la maison d'édition. C'est celui qui va l'accompagner, le représenter, discuter, le rassurer, voilà, au-delà de travailler sur le texte. Mais l'assistant d'édition, c'est lui qui va intégrer parfois des corrections, qui va faire le suivi, qui va coordonner toutes les petites mains pour que le livre suive les délais comme il faut, qui va aller gueuler auprès du maquettaphiste parce qu'il y a un retard truc. Et ces gens-là, c'est des personnes dont on ne parle jamais, mais qui sont indispensables. Enfin, il y a tellement de métiers que, à part l'éditeur et l'auteur, on oublie un peu petite main derrière. C'est pareil, je pense que c'est pas dans beaucoup, mais dans l'édition particulièrement. Puis, peut-être en terminant, quels seraient tes meilleurs conseils pour quelqu'un qui veut débuter à écrire ou qui est en train d'écrire un livre?
Qu'est-ce que tu vois que les erreurs peut-être les plus courantes ou un conseil qui est vraiment efficace pour les auteurs et les autrices? Alors, de savoir où on va avant de se lancer dans l'écriture, c'est quand même important quand tu écris un texte, pas forcément d'avoir tous les détails de l'histoire. Je ne suis pas quelqu'un qui va recommander de faire un plan forcément, parce qu'il y en a pour qui ça marche, d'autres pour qui ça ne marche pas du tout, mais de trouver pour soi un système d'organisation pour calibrer et pour organiser son écriture et son process d'écriture. Réfléchir à ses personnages, réfléchir à son intrigue, voilà. Savoir à peu près où on va, comment ça commence, comment ça termine. Au milieu, c'est tout un chemin et ça peut évoluer au fil du temps, mais d'avoir déjà les lignes directrices et de ne pas partir tête baissée en se disant je fonce, je verrai bien. Et une fois que le manuscrit, on a un premier jet, on n'envoie pas un premier jet en édition. On n'envoie jamais un premier jet en maison d'édition. On se fait relire par quelqu'un, une personne tierce, sans parler de passer par des correcteurs ou par des personnes professionnelles forcément, mais juste d'avoir d'autres regards que le sien pour le nez dans les incohérences que nous, on ne voit plus. Parce que souvent, les auteurs, ils ont la tête dans ce qu'ils font, ils savent où ils vont, et ils ont l'impression que tout ce qu'il y a dans leur tête, c'est posé sur papier. Pas toujours. Ou des fois, il y a des incohérences, mais ils ont tellement le nez dedans qu'ils ne les voient plus. Donc, c'est toujours bien d'avoir une personne de confiance à qui on peut faire relire soit au fur et à mesure, soit une fois que le premier jet est affiché, que il n'y a pas des trucs, des incohérences monstrueuses qu'on n'aurait pas vues. Ça arrive. Voilà. Ça évite certains arrêts de lecture et de toujours bien relire, bien corriger avant d'envoyer son manuscrit à qui que ce soit. Très important. OK. J'en prends note. Un coup de si un jour. Ben parfait. Ça fait déjà 1 heure là, presque qu'on parle. Là, tu fais. Donc, on va clore là, prochainement, mais tu donnes aussi des ateliers, je crois, sur l'écriture et tout ça. Veux-tu nous en dire un petit peu? Puis tu peux aussi mentionner ton site internet, comment te rejoindre, tout ça. Fait que je te laisse parler de ce que tu fais et où les gens peuvent te rejoindre. J'ai une double casquette, donc c'est-à-dire que depuis quelques années, je fais aussi de la formation. À la base, je formais seulement les professionnels en métier du livre, donc les agents de médiathèque, voilà. Et ça fait quelques années qu'on me réclame, que les auteurs et autrices me réclament des formations ou des micros d'ateliers en groupe pour pouvoir profiter aussi de mon expertise ou de mes compétences, petits groupes, que ce soit un peu moins intimidant, voilà, pour des auteurs et autrices qui débutent ou pas d'ailleurs. Donc, je suis en train de terminer le montage et le lancement, le lancement est imminent d'ateliers en ligne. Ce sera par groupe de 10 auteurs sur des thématiques ciblées qui seront éphémères, donc qui vont aller et venir dans le temps. Il y aura plusieurs thématiques. Pour l'instant, je suis en train de peaufiner le lancement du tout premier atelier qui sera donné, je pense, soit fin mars, soit début avril. Je n'ai pas encore fixé la date. J'attends les réponses à des sondages pour savoir quelle date convient le mieux à la majorité qui sont intéressés, histoire de voir comment ça va se passer. Mais voilà. Donc les infos, en général, on peut me suivre sur Insta, sur TikTok, In Quarto. On me retrouve assez facilement. Voilà. Je pense que de toute façon, sur les réseaux, il y a le lien de mon site. Donc en vrai, oui, puis on va mettre les liens aussi retrouver. dans les notes de l'épisode. Fait qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Les filles, avez-vous d'autres questions à poser? Non, c'était super intéressant. Il y en aurait 1000 des questions à poser, mais non, pour l'instant, ça va. Merci beaucoup. C'est toujours passionnant de découvrir un peu comme ça l'envers du métier, puis comment les choses prennent vie dans le monde du livre, en tout cas. C'est un plaisir, en tout cas. J'espère ne pas avoir trop bafouillé. Ça arrive parfois, mais... Non, c'était parfait. Vraiment pas. C'était bien parfait, c'était parfait. Donc, super, ben merci encore d'avoir participé au podcast avec nous. Puis, comme je l'ai mentionné, là, tous tes liens vont être dans les notes de l'épisode pour les gens qui seraient intéressés à en savoir un peu plus sur toi ou à te contacter pour obtenir un devis ou quoi que ce soit. Et donc, pour les gens qui nous écoutent, si jamais vous avez apprécié l'épisode, vous pouvez nous laisser une note de 5 étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez. Et puis sinon, on se dit à un prochain épisode du podcast, un dernier chapitre. Salut! Bye!